Alors, struct. Donc, le struct C#. Donc, un struct, c'est une forme alternative de composition qui est comparable à la classe. Donc, parmi les types complexes en C#, ou même dans la plupart des langages de programmation, on retrouve des collections, on retrouve des compositions et on retrouve des unions. Donc, parmi les collections, on a vu les listes, les arrays, etc. Les unions, ben, les types nulables, on n'a pas vraiment encore étudié ça, mais on va voir ça un petit peu plus loin. Et les compositions, ben là, donc, on a vu ce qui est le principal mécanisme de composition en C# et dans les langages orientés objets. Et en C#, dans le .NET, vous avez aussi les structs, qui sont très semblables aux classes. Donc, on va voir ici un exemple comment, ben, en fait, ici, il y en avait deux autres, là, il y a les types et il y a les records. Donc, les types, on va peut-être voir ça d'ici la fin, mais c'est facile, voilà, c'est facile les types, c'est facile. Les records, en fait, c'est une sorte de classe, d'une certaine façon. C'est aussi rapproché des classes. Donc, on va les voir aussi un peu. Donc, les structs. Donc, ci-dessous, vous avez la classe personne. On l'a déjà codé précédemment, la classe personne. Mais là, on la code avec un struct. Donc, on remplace le mot classe par struct, puis on exécute. Et qu'est-ce que ça fait? Ça affiche exactement la même chose. On a exactement la même chose. Mais il y a une différence importante. Donc, d'abord et avant tout, un type valeur. C'est-à-dire que c'est la variable elle-même qui contient les données et non pas un pointeur ou une référence vers les données. En tant que type valeur, sa valeur par défaut n'est pas nulle, mais c'est la valeur mais ces champs vont prendre leur valeur par défaut respective qui, elle, peut être nulle. Donc, par exemple, ici, on définit personne égale default. Alors, si la personne était une classe, puis on mettait personne égale default, la personne, ça serait nul. Mais là, la personne, c'est un struct. Donc, si on met default, la valeur par défaut, ça ne sera pas nul. Okay? Parce que c'est la variable elle-même qui stocke les données. Puis pour stocker nul, il faut que ce soit un type référence. Quand ce n'est pas un type référence, on ne peut pas mettre nul dedans. Donc, ça veut dire que la personne va se ramasser avec les valeurs par défaut qui correspondent à son nom et à son prénom. Donc, vous l'avez ici. Si on fait personne.dom, default, ici, on voit que ce qui s'affiche, c'est le nom et le prénom qui prennent leurs valeurs par défaut. Et ces valeurs-là, nom et prénom, c'est un string, donc c'est un type référence. Donc, les valeurs par défaut, c'est nul et nul. Mais si on fait un type of person puis on dit isValueType, on voit que isValueType, c'est vrai. Si on fait type of person puis on fait baseType, on voit que son baseType, c'est ValueType. Donc, quand on utilise un type valeur, ben, on fait des copies. Donc, chaque fois qu'une valeur est transférée vers une autre variable, passée en argument ou retournée d'une fonction, une nouvelle copie est créée. Donc, ici, on crée une personne 1, new person. On dit que son nom, c'est Curie, son prénom, c'est Marie. Après ça, on crée une personne 2. On dit que cette personne 2-là est égale à la personne 1, égale Pierre. Après ça, on fait personne 1.dom, personne 1, et on voit que ce qui s'affiche, c'est Marie. Donc, en fait, ce qui est important de comprendre ici, c'est que si personne 2 était un objet, okay, une classe, si personne était une classe, mais ici, en faisant personne 2 égale personne 1, la personne 2 pointerait vers le même objet que la personne 1. En modifiant son prénom, ça modifierait le prénom de la seule et même personne. Mais ici, quand on fait personne 1 égale personne 2 égale personne 1, on crée une copie de la personne 1. Et après ça, quand on modifie son prénom par Pierre, ça ne change rien dans la personne 1 ici. Donc ici, ça reste Marie Curie. Okay. Par contre, le même programme, où est-ce qu'au lieu d'écrire struct, on écrit classe, okay, c'est le même programme, on change struct par classe. Donc le même programme où on change struct par classe fait en sorte que personne devient un type référence. À ce moment-là, personne 2 égale personne 1, personne 2 va pointer vers la même chose que personne 1. Puis quand on va, quand on va modifier son prénom pour Pierre, ben ça va modifier le prénom qu'on avait mis ici. Donc le prénom de la personne 1 va devenir Pierre, lui aussi, parce que les deux références pointent vers le même objet en mémoire. Struct, copie.
Classe, même objet en mémoire. Okay? Donc, le nom va devenir le prénom Pierre Curie. Donc, pourquoi Pierre? Parce que Pierre, c'était le mari de Marie Curie. Donc, à quoi ça sert un struct? Donc, un struct, c'est un truc qui est vraiment spécialisé. Donc, en fait, il n'y a même pas d'équivalent dans le langage Java. Donc, le Java réussit à se débrouiller sans qu'il y ait de struct. Donc, la plupart des informaticiens s'entendent quand même pour dire qu'il s'agit d'un coup de génie du langage C# et du .NET en général. Donc, le struct sert essentiellement à optimiser le code lorsque les données à manipuler sont de petite taille, donc ça veut dire 128 bits environ maximum. Et encore là, ces données doivent préférablement avoir une sémantique propre au type de valeur, comme l'immutabilité, par exemple. En général, dans la plupart des scénarios de la vie courante, vous voulez une classe, pas un struct. Donc, il est assez rare qu'un codeur va programmer ses propres structs. On utilise plutôt ceux mis à notre disposition par le langage C#. Donc, les structs dans d'autres langages. Donc, d'autres langages comme le C ou le C++ possèdent des structs. Donc, il ne faut pas cependant les confondre entre eux, ni même avec les structs du C#. Donc, d'abord, le C n'est pas un langage objet, donc ces structs possèdent uniquement des données, pas de méthode. En C++, les structs ressemblent plus à ceux du C#, mais les champs sont publics par défaut, contrairement aux classes. Donc, ici, vous avez un exemple de langage C. Vous avez un struct books, donc un livre, qui possède un titre de 50 caractères, un auteur de 50 caractères, un sujet de 100 caractères et un ID. Donc, ça serait... Vous voyez ici comment on déclarerait ça dans le langage C, struct. Donc, c'est pas la même chose qu'en C#. Mais ça se rapproche. On voit que c'est pareil. Ça se ressemble. Alors, un exemple qu'on va prendre de ce truc intéressant, c'est Big Integer. Classe, il implémente certaines interfaces. Il possède des constructeurs, des propriétés, des méthodes et même des opérateurs. Donc, vous avez ici le public struct Big Integer, i-comparable, i-equatable, i-formatable. Donc, les overloads, c'est les constructeurs. Vous en avez de très nombreux. Donc, on peut construire un Big Integer à partir de décimaux, de doubles, d'entiers, 32 bits, 64 bits, de nombres à points flottants, et ici d'octets, si on veut. Donc, les propriétés, on a, est-ce que c'est even, est-ce que c'est pair, est-ce que c'est 1, est-ce que c'est une puissance de 2, est-ce que c'est 0, est-ce que c'est moins 1, et ici, on a certaines constantes statiques. 1, 0. Après ça, les méthodes. Donc, on a les méthodes standards mathématiques, donc valeur absolue, ajouter, compare, divide, etc. Et on a même des opérateurs ici qu'on peut surcharger, comme l'addition bit à bit, etc. Okay? Donc, si on met ça ici dans notre tableau, ben, en fait, c'est vous qui allez compléter ça. Donc, vous allez compléter le tableau pour Big Integer, ici. Donc, on avait cette classe-là. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver? Vous allez mettre les cases où est-ce que vous avez des correspondances. Oups, ça va être un petit peu trop vite. Donc, classe versus struct. Donc, qu'est-ce qu'on a comme capacité? Ben, un struct peut posséder des méthodes statiques, peut posséder des données statiques, peut être générique, peut avoir des sous-types imbriqués, évidemment, ne possède pas de méthode d'extension, peut avoir des méthodes d'instance, peut avoir des constructeurs, est instanciable avec new, peut avoir des données d'instance, peut surcharger des opérateurs. L'héritage, non. Okay, parce que c'est un value type. Donc, après ça, est-ce que ça peut implémenter des interfaces? Oui. Donc, vous voyez que le struct peut faire tout ce qu'une classe instanciable peut faire. Exactement la même chose, sauf l'héritage. Donc ici, vous avez un exemple de struct. On a un point. Point P égale default. Ici, on définit un struct, public struct point. Alors, le point possède deux coordonnées, x et y. On fait un p.dump ici, avec vos initiales. On voit que ça donne 0, 0. Donc, les coordonnées par défaut de notre point sont
0, 0. Et après ça, on va chercher le size off de notre point. Et on voit que son size off, c'est 16. Okay. Il faut faire ça en unsafe pour que ça fonctionne. Donc, 16, ça veut dire que la taille des données qui sont dans le point, en additionnant les deux, ça va vous donner 16 octets. Donc, 128 bits. Est-ce que je me trompe? Non. En résumé, en C#, un struct est un mécanisme de composition comparable à la classe. Contrairement à une classe instantiable, un struct est un type valeur, ne peut pas entrer dans une hiérarchie d'héritage. Donc, tous les structs héritent automatiquement de value type. Les structs permettent une optimisation puissante, mais en dehors des types déjà fournis par le langage, vous aurez rarement à créer vos propres structs. Voilà.